les fêtes de fin d'année constituent un moment essentiel, un moment de fort stress pour les individus de façon générale. Il y a ce stress de je vais libérer, protéger mon âme, je vais apprêter l'année qui va venir, je vais limiter les dégâts, les choses, les situations malheureuses que j'ai vécues par le passé. Toutes ces démarches, toutes ces mobilisations génèrent déjà un stress énorme au niveau de chaque Béninois, de chaque individu. Donc ce stress, nous pouvons l'appeler psychose, même si ça ne définit pas clairement psychose. Cette psychose qui est vraiment ancestrale et qui, qu'on le veuille ou non, rappelle à chaque individu, chaque Béninois, tu dois faire quelque chose pour te protéger, tu dois faire quelque chose pour te préparer pour la nouvelle année, tu dois faire quelque chose, et ainsi de suite. À chaque famille, à la fin d'année, il y a des choses que la société, je vais dire, a organisées. Il y a la fête des enfants, il y a la fête des parents, des adultes, on va dire. On a fait des enfants. Voilà une famille, un père de famille qui, avec la pression sociale, on ne lui dit rien, mais avec la pression sociale déjà, il essaye de ne pas être en arrière, de ne pas être des moindres de l'organisation générale qui se passe. Il peut penser à prendre des sapins de Noël, décorer la maison, et tout ça qui passe dans la tête du père de famille constitue une source de stress énorme. Donc, stress financier, parce que tout ça demande de l'argent. C'est vrai, ça demande aussi du temps, mais ça demande de l'argent surtout. Donc, il doit organiser et les enfants doivent porter habits neufs. Donc, je dois acheter de pain, poudre de pain. Je dois faire de cadeaux à la belle famille parce que c'est aussi dans la pratique que, voilà, quand la fête vient comme ça, que ce soit la femme ou l'homme, on cherche toujours à faire des cadeaux à l'autre, à la famille du partenaire. Donc, vice-versa, à la famille du partenaire. C'est vrai que dans le système patriarcal que nous sommes au Bénin, c'est plus l'homme qui est plus attendu au niveau de la belle famille. Surtout quand l'homme a l'habitude d'aller faire des gestes à la veille des fêtes de fin d'année, c'est qu'il est toujours attendu, même si ça... Donc, tout ça constitue des sources de stress qui stressent et qui génèrent de l'anxiété au niveau des individus, des pères de famille, des mères de famille. Et selon que l'individu a un fort caractère, une forte personnalité, il arrive à bien gérer. Il n'a pas hyper-, je vais dire, tomber réellement dans la psychose avec la coupure où il se coupe de la réalité ambiante. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette période-là que nous vivons généralement et à la fin de chaque année, ce stress qui je vais dire, perturbe la quiétude des gens. Vous savez, au moment où on se démerde pour organiser les fêtes de fin d'année, au même moment, on doit aller au boulot. Il y a aussi à faire cet équilibre de l'engagement au boulot et la satisfaction de la fête en famille. Voilà, donc tout ça fait que c'est vraiment un moment stressant et nous pensons que nous disons à chers téléspectateurs, c'est ça, non? Nous disons à chers téléspectateurs que dans tous les cas, il faut savoir que fêtez avec les moyens dont vous avez. La période des fêtes en général et la période de fin d'année en particulier n'a rien d'extraordinaire que les autres périodes de l'année. Vous avez une prévision budgétaire pour les fêtes, en l'occurrence les fêtes de fin d'année. Donc, vous devez pouvoir établir ce qu'on appelle les dépenses et les recettes. Vous imaginez, vous vous mettez dans la peau d'un chef de famille, vous vous mettez la peau d'un ordonnateur donc de votre budget, qui donc a des dépenses à effectuer, mais aussi doit mobiliser donc les recettes, soit à travers le salaire, soit à travers les émoluments, soit à travers des activités donc lucratives. Vous avez donc ce qu'on peut appeler ici les recettes. Vous avez l'argent à votre disposition. Alors ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est d'évaluer les dépenses à effectuer. Attention, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est beau, tout est joli,
tout passe par la publicité et donc on est tout de suite manipulé, soit par la famille, soit par les amis, ou bien soit par soi-même. On a l'envie de bien faire, l'envie d'acquérir beaucoup de choses, faire plaisir à ces personnes-là. Il faut être très très vigilant et très très attentif. Vous élaborez vos dépenses. Vous définissez une liste de besoins qu'il vous faut pour passer donc en beauté cette période-là. Il ne sert à rien d'abord d'acheter des choses qui ne vont pas concourir à votre bien-être. Donc, le principe, il est aussi simple. Est-ce que j'ai besoin, je donne un exemple, nous sommes en fin d'année, est-ce que j'ai besoin d'acheter 4 ou 5 guirlandes pour orner ma maison? Si je n'en ai pas besoin, pas la peine de l'acheter. Est-ce que j'ai besoin de rénover la garde-robe de mes enfants, de ma femme, de madame? Si ce n'est pas nécessaire, parce que le voisin l'a fait à ses enfants ou à sa femme, il faut forcément le faire. Si vous l'avez déjà programmé dans votre budget au cours de l'année et que vous êtes suffisamment, votre garde-robe est suffisamment fournie pour passer en beauté ces fêtes-là, vous passez dessus. Mais si vous estimez que c'est en fin d'année, vous profitez donc des fêtes pour renouveler votre garde-robe, alors là, ce programme, il est le bienvenu. Donc voilà un peu comment il faut programmer les choses. Vous savez déjà, je donne un autre exemple, vous savez déjà que en décembre, vous avez une fête de fin d'année. Alors, en tant qu'individu, vous programmez vos dépenses, vous programmez donc les choses dont vous avez besoin pour nourrir la famille. Soit c'est du riz, soit c'est des spaghettis, soit c'est du cassoulet, c'est les biens de consommation en général, c'est des boissons également. Donc, vous programmez cela au moins 3 mois avant l'arrivée des fêtes. Parce que au cours de cette période, vous avez la flambée des prix, vous avez la mauvaise qualité de ces produits-là qui sont déversés sur le marché. Alors, si vous vous préparez un peu plus à l'avant, aujourd'hui, vous ne serez pas en train donc, de vous arracher les cheveux pour pouvoir donc, satisfaire aux besoins, aux désirs donc, de votre famille. Donc, si vous êtes père de famille, en temps normal, ce n'est pas en décembre qu'il faut faire les prévisions. Vous avez déjà dépassé cette étape-là. Et actuellement, vous serez en train peut-être de gérer les imprévus, les petits trucs, les petits couacs que vous n'aviez pas peut-être pu faire, ou bien les aliments qui pourraient être périssables. Quand je prends par exemple les cacahuètes, certaines boissons qui pourraient, en l'espace de 3 mois, périmer. Alors là, vous pouvez donc prévoir cela par ces temps. Donc véritablement, c'est le fait de ne pas prévoir ce mécanisme-là, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, pour les fondre dans un ensemble qu'on appelle budget, qui arrive à nos concitoyens chaque fois et ils se plaignent du fait qu'on a été surpris par les fêtes, on n'a pas l'argent, les fêtes sont là, la vie est morose, vraiment, on ne sait pas comment offrir mieux aider à la famille. Donc, un peu comme l'État, gouverner, c'est prévoir. Comme il est dit dans Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voici encore des ouvriers qui viennent de s'ajouter au ministère international La vie en abondance en Christ Mivac pour le salut des âmes. Ils sont au total 2 pasteurs, 6 évangélistes et 2 anciennes à être consacrés. En tant que père de cette maison, c'est une grande joie pour moi de voir des fils établis, ordonnés et qui sont prêts pour faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. En effet, ce jour, c'est un grand jour pour nous et je profite de cette occasion pour exhorter tous ceux qui ont l'appel au ministère, ceux que Dieu a appelés et qui n'arrivent pas à s'engager. Si tu as l'appel et tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas. Si tu attends que tout soit déjà accompli, que tout soit en ordre dans ta vie, tu ne pourras pas. C'est quand tu te lèves que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Il attend que tu fasses le premier pas et il fera le reste des pas avec toi. Si tu es appelé et tu n'as pas encore commencé, je te dis, le Seigneur t'attend, lève-toi, viens
Et ensemble, nous ferons de grandes choses et de bonnes choses pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien requinqués pour servir, ces ouvriers de Jésus-Christ réaffirment leur engagement à ramener les brebis dans le pâturage. Je rends grâce à Dieu que Jésus-Christ m'ait choisi. Donc, je n'ai pas de raison à ne pas œuvrer pour que son œuvre puisse avancer. Donc, une fois que je l'ai accepté, donc, je dois faire comme mon père, je l'ai dit, je dois ressembler à mes parents spirituels. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et j'implore encore le secours du Saint-Esprit afin que je puisse réussir à la mission. C'est un grand privilège pour moi parce que, comme le dit bien sa parole dans Matthieu, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Et comme je fais partie de ces élus, je dis aussi un grand merci à Jésus. Merci pour cette grande tâche qu'il m'a confiée et qui n'est pas facile, qui est un peu difficile aussi, mais grâce à son Saint-Esprit, on peut y arriver. Nous avons reçu des enseignements, on a été bien formés et c'est un père qui suit ses enfants dans les difficultés, il soutient dans tous les domaines, il est là, présent et il nous a suivis jusqu'à ce jour. Je lui rends grâce, je bénis l'œuvre que Dieu lui a confiée et je prie Dieu que Dieu le oint davantage, qu'il élève davantage. Et puisque nous sommes dans la fièvre de la nativité, le père fondateur de MIVAC revient sur la nécessité pour le monde de vivre en paix, comme l'annonce l'Emmanuel, le prince de paix. Ma prière va en direction de l'union, de l'amour et de la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide vraiment dans cette nation qui est l'union entre les serviteurs de Dieu, qui est la paix, qui est l'amour et qui est la miséricorde vraiment. Que la grâce de Dieu opère toujours dans tous les ministères sur cette terre béninoise afin que le Bénin aussi puisse sortir son étendard, le Bénin aussi puisse sortir son nom, le Bénin aussi puisse grandir spirituellement et aller de l'avant. Chants, danse et prières pour une année nouvelle prospère sont les autres moments forts de cette cérémonie d'ordination. Lancée ce 23 décembre 2024 au Hall des Arts de Cotonou, la phase finale du championnat amateur senior de handball Move Africa 2024 a connu son épilogue ce samedi avec 2 finales qui ont livré toutes leurs promesses. Chez les dames, Espoir Handball Club s'est incliné 25-39 face à Flowers Handball Club et du côté des hommes, Aspac au coude à coude avec Bosco Star a arraché la victoire sur le fil 21-20. Pour l'entraîneur de Flowers Handball Club, cette finale était une revanche à prendre. Oui, on n'est jamais satisfait d'avoir les titres. Je dois dire un grand merci à mes joueuses. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient avec un effectif de 10 joueuses, je vais dire. On a fait toute une compétition jusqu'à la remporter, là où il y a beaucoup qui ne croyaient pas en nous. Il fallait prendre une revanche et je pense que depuis hier, c'était plus facile pour nous parce que nous avions mis en place un plan tactique pour contrer cette équipe et nous imposer. Et ça a été tel que nous avons prévu, Dieu merci. Je pense que tout s'est bien passé. Un match plutôt difficile pour Aspac, nous confie l'homme du match de la finale homme. La rencontre n'a pas été du tout facile. C'est une équipe qu'on a eu à rencontrer en phase de poule et qui nous avait battu par 2 buts d'écart. Donc on s'est retrouvé encore en finale. Et pour nous, c'était un match de revanche. Par la grâce de Dieu, les coéquipiers ont su monter le niveau d'agressivité pour qu'au bout de cette rencontre, nous ayons la victoire. Les 2 coachs des clubs masculins font plutôt une analyse positive de cette finale. Nous avons fait une première partie où les joueurs ne s'étaient pas du tout retrouvés, ce qui a fait que nous avons connu le résultat que vous avez connu en première partie, 4 buts d'écart, je pense bien. Les enfants, je leur ai toujours fait savoir que rien n'était encore perdu. Et que l'adversaire venait de jouer sa partie et que la partie suivante nous était réservée et qu'il devait jouer le tout pour tout, n'est-ce pas, pour que la victoire soit la nôtre. Bon, est-ce qu'on peut dire que quelque chose n'a pas marché? On vient de passer 5 jours de compétition où les enfants étaient obligés de jouer tous les jours. Ils sont jeunes, ils manquent d'expérience et à la fin aussi, comment dire, l'énergie était terminée. Donc, maintenant on va encore travailler et on verra l'année prochaine.
Bon, on s'était quand même préparé pour aller loin. On ne savait pas qu'on allait arriver au moins à ce niveau. L'année passée, on s'était arrêté à la 3e place. Je pense que la 2e place, c'est quand même une évolution. Une compétition qui assure un niveau plutôt promoteur pour le handball béninois. De façon générale, il faut remarquer que de plus en plus le niveau est relevé. Sur le plan technique, toutes les équipes ont bien préparé cette compétition et un satisfecit doit être donné à l'équipe de Bosco Star qui a fini équipe vice-championne, qu'on n'attendait pas à ce niveau, mais avec uniquement de jeunes joueurs qui se sont battus. Donc je peux vous dire, monsieur le journaliste, que le niveau est prometteur. Pour les membres du comité d'organisation, le bilan de cette compétition est plutôt positif. Parlant de bilan, on peut dire que c'est quand même un bon bilan et c'est ce qu'on peut retenir pour le moment. Quand je parle de bon bilan, c'est que c'est vrai, c'est le championnat amateur. Toutes les équipes qui ont été qualifiées, personne n'a désisté à la fin. Donc tout le monde est présent. Et toutes les équipes sont venues avec un minimum d'une quinzaine de joueurs. C'est déjà satisfaisant. Donc par rapport à ça, je peux dire que c'est un bon bilan. Je peux mettre aussi dans le bon bilan le côté organisationnel qui s'est bien passé. Tous les jours, on a pu jouer avec la luminosité qu'il faut. Et le plancher du Hall des Arts nous a permis de faire dérouler cette phase finale de façon vraiment limpide. Donc je peux mettre tout ça dans un bilan satisfaisant. Rappelons que Aspac et Eagles Handball Club ont fini respectivement 3e chez les dames et les hommes. Dans les rues de Nairobi, la colère gronde. Des manifestations dénoncent l'augmentation des enlèvements, ciblant les opposants au gouvernement. De nombreuses mères de famille exigent des réponses du président kényan William Ruto. Elles appellent les autorités à révéler le sort des personnes disparues et demandent la fin immédiate de ces pratiques. Je suis ici pour que mon enfant soit relâché. C'est mon enfant. Je demande au gouvernement de bien vouloir dire où il se trouve. Je préfère que vous me tuiez. Je suis là. Il y a beaucoup d'autres personnes avec moi. Libérez nos enfants, s'il vous plaît. Parmi les manifestants, le sénateur Okiya Omatata a lui-même été arrêté. Il accuse le régime de cibler ses opposants pour museler toute critique. Son message, respecter la Constitution ou quitter le pouvoir. Il réclame une justice équitable et la libération de toutes les personnes enlevées. Le gouvernement du président William Ruto doit cesser d'enlever des gens. Ces actions du gouvernement qui visent des détracteurs prouvent que ce régime est devenu abusif. Et nous sommes là pour exiger qu'il revienne à la raison, qu'il respecte l'état de droit ou qu'il quitte le pouvoir. La Commission kenyane des droits de l'homme dénombre 82 disparitions depuis juin. Malgré les promesses présidentielles, la peur règne. Les ONG redoutent un retour aux méthodes répressives du passé, marquées par l'impunité et l'absence de justice. Venancio Mondlane, leader de l'opposition au Mozambique, a annoncé lundi une pause de 5 jours dans les manifestations pour permettre l'entrée d'organisations internationales enquêtant sur les violations des droits de l'homme par la police. Depuis fin octobre, des contestations violentes ont éclaté après que Daniel Chapo, du parti Frelimo, a été déclaré vainqueur des élections avec 65% des voix. Mondlane conteste les résultats, affirmant avoir gagné. Ces troubles ont causé la mort d'au moins 277 personnes, principalement par des tirs de la police. La situation a poussé des milliers de Mozambicains à fuir vers le Malawi voisin. Ce pays, qui accueille déjà environ 3000 réfugiés, subit aussi des perturbations dans ses importations de carburant. L'Afrique du Sud a renforcé la sécurité à sa frontière avec le Mozambique et envoie des diplomates pour aider à trouver une solution durable.
Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir des contestations au Mozambique. La communauté de Gervang croyait avoir tourné la page du ver de Guinée en 2014. Cependant, l'année dernière, ce village de 500 habitants a été frappé par une nouvelle épidémie. Nyongangagek et ses 2 fils âgés de 13 et 7 ans ont été infectés après avoir consommé de l'eau d'un marécage lors d'un voyage en mai 2021. Dans mon enfance, j'ai contracté le ver de Guinée et j'ai dû subir une opération avec incision pour le retirer. Plus tard, lors d'une 2e infection, le centre Carter est intervenu. Grâce à leur méthode, le ver a été retiré sans recours à une nouvelle opération. Lors de leur récente intervention, ils ont adopté une approche différente. Le ver a été enroulé et la zone bandée sans extraction immédiate. J'ai énormément apprécié leur présence et leur soutien. En 2017, après plusieurs années sans signaler de cas, le centre Carter, créé par l'ancien président américain Jimmy Carter, avait suspendu ses activités dans le comté d'Awerial où se situe le village de Gervang. Le centre Carter travaille à l'éradication de la dracunculose au Soudan du Sud. Nous travaillons avec détermination pour éduquer les communautés sur l'importance de signaler les cas, sur les méthodes efficaces pour contenir la maladie et les moyens de prévention dans les comtés, mais sur l'ensemble du pays. L'ONG a également élargi ses efforts en enseignant aux habitants comment détecter la présence du ver de Guinée chez les animaux. Au Tchad, l'heure est au dépouillement des bulletins du triple scrutin de dimanche. Ce pays aux confins du Sahel connaît ses premières élections législatives depuis plus d'une décennie. Les Tchadiens appelés aux urnes devaient également élire leurs représentants provinciaux et municipaux. Le scrutin survient quelques mois après la victoire du chef de la junte Mahamat Idriss Déby, au soir d'une élection controversée censée rétablir la démocratie dans le pays. L'opposition dans sa majorité boycotte ces législatives, accusant les autorités de ne pas garantir un processus électoral crédible. Au moins 8 millions d'électeurs sont inscrits pour élire 188 députés à la nouvelle Assemblée nationale de ce pays d'Afrique centrale. Les résultats sont attendus dans environ 2 semaines. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a subi avec succès une intervention chirurgicale de la prostate. L'annonce a été faite dimanche par le centre médical Hadassah de Jérusalem, où les médecins avaient ordonné l'opération suite à une infection détectée la semaine dernière. L'opération du Premier ministre est terminée. Avec nous se trouve le docteur Stéphane Ledo, qui était l'anesthésiste principal lors de cette intervention. La chirurgie a été réalisée par Ehud Niessin du centre médical Asaf Harofer, avec l'assistance du professeur Mordechai Duvdevani, et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Il n'y a aucune suspicion de malignité ou de cancer. Le bureau du chef de l'État hébreu avait précédemment déclaré que le ministre de la Justice, Yariv Levin, un allié proche, exercerait les fonctions de Premier ministre durant la période de convalescence. Alors que la Corée du Sud pleure les victimes du crash meurtrier, les experts s'inquiètent. Le Boeing 737-800 a heurté un mur en béton, causant la mort de 179 passagers, et les causes font débat. Je suis assez choqué en fait, parce que quoi qu'il se soit passé, avec l'avion empêchant le pilote de sortir les volets et le train d'atterrissage, ce n'est pas ce qui a causé la mort des passagers. Les passagers ont été tués en percutant une structure solide juste à l'extrémité de la piste, là où une telle structure ne devrait pas se trouver. Pour l'analyste, c'est la présence d'un obstacle rigide en zone de dégagement qui soulève des questions. Le vol, privé de volets, a atterri trop vite et franchi les limites de la piste.
Dans la vidéo de cet atterrissage, on voit l'appareil se poser de manière impeccable, aile parfaitement à l'horizontale, puis glisser sur son ventre. Il allait très vite, peut-être à cause d'une panne hydraulique après un impact avec un oiseau. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle il a dépassé la piste. Et c'est pour ça qu'on n'installe pas de structure solide dans la zone de dégagement. Mais c'est ce qui s'est produit ici. Les autorités sud-coréennes vont inspecter tous les Boeing 737-800 du pays. Elles envisagent aussi de revoir la solidité du dispositif d'atterrissage composé de murs en béton. Les spécialistes réclament une révision des normes de sécurité pour éviter d'autres drames. Moscou et Kiev ont procédé à un échange d'environ 150 prisonniers de chaque côté avec la médiation des Émirats arabes unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le retour de 189 captifs ukrainiens, incluant des défenseurs de sites symboliques comme Azovstal, Mariupol ou Tchernobyl. Des images diffusées montrent des hommes montant à bord d'un bus avant d'être transférés en Biélorussie pour des soins et une réhabilitation. Dans le nord de l'Ukraine, des familles attendent avec impatience leurs proches. Cet échange, l'un des plus importants depuis le début du conflit, marque un moment d'espoir dans une guerre qui laisse encore des milliers de captifs en attente de liberté.